Oui, alors, information générale, on démarre quand même, hein. Oui. On est effectivement pas nombreux. J'ai pas eu beaucoup de retours, hein, à part vous, des autres membres du groupe, bon, ce qui pose effectivement un problème. Soit certains considèrent que bon, c'était une aventure avec André Antibi et que maintenant ils ont tourné la page. Soit ben, ils sont voilà, ils sont pris par euh, leur vie professionnelle, etc. Et ils ne viennent plus, ils viennent pas aujourd'hui. Peut-être ils viendront une autre fois. En tout cas, voilà, information générale. D'autres que moi peuvent éventuellement en donner, notamment Ludovic. Euh, Bah, disons que bon, on a eu ce colloque du 2 décembre dernier, qui est pas si loin que ça. Euh, alors ça rejoint le dernier point de l'ordre du jour que vous pouvez apercevoir dans la discussion. Euh, Faut-il un colloque 2023? Si oui, quel pourrait être son thème? Alors moi j'ai un sentiment que je voudrais vous livrer. Quand je regarde la page colloque de l'ancien site et qui va être dans le nouveau site que Ludovic est en train de préparer, sous une autre forme, euh, moi, mon sentiment, c'est que on a chaque année, depuis quelque temps, des thèmes vraiment riches et intéressants. Il y a des ateliers pour lesquels on n'a pas beaucoup par la suite de retombées parce que on n'a pas, ça ne donne pas les moyens de faire des comptes rendus. On a parfois des vidéos, mais les thèmes qu'on soulève, on les soulève bien sur le moment, mais ils mériteraient d'avoir des résonances par la suite. Alors je pense notamment à ce fameux colloque d'il y a 2 ans, euh, dont le thème avait un peu surpris nos intervenants. C'était la problématique de donner du sens. Comment fait-on? Est-ce qu'il y a des bonnes façons de donner du sens au savoir, aux connaissances, au savoir-faire dans l'apprentissage, hein? C'est-à-dire là, pour une fois, c'était pas un colloque purement sur l'évaluation. Voilà. Mais évidemment, dans une démarche qui essaye de relier évaluation et apprentissage, comme toujours. Ça n'a pas de sens de cloisonner l'un et l'autre. Enfin voilà, c'est en tout cas notre avis. Et il y a eu beaucoup de considérations importantes qui ont été formulées ce jour-là. Et après, ben, comme d'habitude, on referme la page, on se repose de la fatigue du colloque passé parce qu'on a eu beaucoup de temps de préparation, et aussitôt on met le cap sur un suivant. Et finalement, on laisse un peu en friche un champ qu'on a mis en évidence. Alors, ça pourrait plaider pour, alors je ne sais pas pourquoi, faire peut-être une année sur deux un vrai colloque et une année sur deux simplement un Zoom qui balaye un peu les choses qui se sont passées entre-temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un gâchis énorme d'investissement sur les thèmes de chacun des colloques. Finalement, on soulève des choses énormes et elles retombent parce que finalement, on n'a pas véritablement les moyens de continuer à partager des problématiques, etc., y compris si on a des avis différents, hein, pourquoi pas, sur tel ou tel aspect. Voilà, je voulais vous livrer cette réflexion qui a une incidence sur notre organisation. Parce que soit on se dépêche de réserver une salle comme chaque fois. André me demandait, bon alors Gérard, est-ce que tu peux demander l'auditorium, etc. Mais oui, bien sûr, je vais le demander. Et ensuite, on discutait en mai-juin, parfois septembre, pour préciser le thème. Et après, bah, c'était la mécanique de la préparation du compte à rebours avant le colloque. Bon, voilà, je ne sais pas si ça vous suggère quelque chose. Excusez-moi, j'ai trop parlé. Euh, qui veut dire vous pouvez utiliser le truc, lever la main si vous voulez, ou alors parler directement quand on n'est pas très nombreux. Oui, Catherine? Moi, j'aurais juste nuancé tes propos quand même, hein. Les colloques, peut-être que c'est vrai, il n'y a peut-être pas d'impact sur le site ou sur la suite. Moi, je suis convaincue que les personnes qui ont pu assister au colloque, en tout cas, pour moi, je rappelle, je suis à La Réunion, hein.
On ne peut pas être sur place, c'est compliqué en termes de déplacement. Là, je rappelle aussi que le 17 mai, nous, on est en congé scolaire à partir de ce week-end-là. Donc, c'est vrai qu'il il n'y aura rien, en tout cas, pas sur ces dates-là. Donc, c'est vrai qu'on est toujours un peu, des fois, malheureusement, on est un peu décalage au niveau des dates nationales. Par contre, ce qui est sûr, moi je le dis, hein, c'est que nous, on continue l'action sur l'académie. C'était la semaine dernière, je crois, on a fait notre journée de formation. Il n'y a pas André, mais il y avait Corinne, voilà, en visio. Donc, on a toujours une trentaine de personnes qui sont présentes. On a quand même des professeurs qui sont très investis. Alors, moi, j'ai une thématique hein, pour les prochains colloques, c'est le travail en équipe pédagogique. C'est le seul frein que je trouve à l'heure actuelle. C'est que les équipes que j'ai en économie et gestion travaillent sans aucun problème sur l'évaluation par contrat de confiance. Le seul problème, j'ose le dire, je viens d'intervenir sur une évaluation externe d'établissement où le professeur de mathématiques a bien redit que la problématique des notes, c'est pas lui, c'est les élèves. Alors, bon, donc j'en ai profité puisque c'était tous les membres du conseil du conseil d'enseignement et du CA, enfin, qui préparent le CA, où j'ai redit, j'ai retravaillé, je leur ai bien dit d'aller voir les travaux de la Constante Macabre, de travailler sur André Antibi. J'ai même proposé une file, formation d'initiative locale pour travailler sur l'évaluation. Moi, j'ai 30 établissements en responsabilité ici. À chaque fois que j'y vais, je pars de l'évaluation par contrat de confiance. La seule problématique, c'est ça, c'est que moi, je suis disciplinaire en économie et gestion. Je ne touche que les premières et les terminales STMG et les BTS, même si j'ai quand même 1500 élèves sur l'académie, autant en pré-bac et autant en post-bac. Ça n'empêche que s'il n'y a pas de travail d'équipe pédagogique, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. La problématique, on l'a déjà dit, hein, les jeunes professeurs qui s'y essayent d'ailleurs, on les traite de jeunes enseignants qui ne savent pas évaluer. C'est une réalité de terrain, ça. Donc, c'est vrai que là, moi, j'ai quand même beaucoup d'enseignants qui sont convaincus, mais convaincus de l'évaluation par contrat de confiance, mais tout le reste, parce que c'est pas que ça, c'est comme disait, alors, on rigolait avec André quand on en parlait, on disait pas on fait du André Antibi, on disait on fait pas du André Antibi pour faire du André Antibi. On travaillait sur vraiment ce que ça engendrait comme conséquence sur le travail de mise en confiance des élèves, le travail de projet des élèves, le travail de pédagogie de groupe. Enfin, il y a plein de conséquences derrière. Et juste pour vous dire aussi que j'ai mené 2 projets là, à l'heure actuelle, 2 projets pilotes sur 2 établissements scolaires, sur on l'appelait innover en STMG pour réussir et exceller. Il y a 8 points, dont l'évaluation par contrat de confiance, c'est-à-dire que les enseignants s'engagent à travailler en évaluation par contrat de confiance, mais toute l'équipe pédagogique, même les professeurs d'enseignement général. Donc, c'est vrai que je suis en train de toucher de plus en plus d'enseignants. Je suis convaincue que dans 2-3 ans, tous les lycées, une majorité d'enseignants connaîtront ensuite tout ce qui concerne l'évaluation par contrat de confiance. Alors, au moins l'évaluation entre pairs, l'auto-évaluation, tout le reste. Voilà, nous, on continue, hein, je vais dire, nos actions. Elles sont peut-être discrètes, mais tous les ans, on inscrit au PAF, on réinscrit une formation sur l'évaluation par contrat de confiance. On l'a fait avec, si ce n'est pas avec André, ça sera avec Corinne, on continue. Moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, et moi, je continue à le faire. Hein. Voilà, c'était juste mon petit témoignage. Merci de ce témoignage. Euh, Tu as parlé à un certain moment des projets. Est-ce que ça signifie, par exemple, tu donnes à une classe, à un petit groupe d'élèves, un projet sur un thème à préparer pendant une semaine, 15 jours? Alors, il y a plein de choses différentes. Nous, en STMG, on fait beaucoup de pédagogie de groupe et de projet, puisque alors, quand tu parles de donner du sens, nous, c'est facile, hein, on est en tertiaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait du management, du droit, des sciences de gestion. Donc, pour nous, le sens, c'est obligatoire. Sinon, les élèves ne sont pas du tout... Enfin, si on étudie du droit, par exemple, si on fait la différence entre salarié et chef d'entreprise, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que les élèves, ils sont peut-être un jour, ils sont citoyens, mais ils seront peut-être ou salariés ou chefs d'entreprise. Donc, on va sur le sens pour nous, c'est évident. Il n'y a aucun questionnement. Et quand je parle de projet, c'est on a aussi, enfin, on travaille aussi autant avec les enseignants qu'avec les élèves. Alors, je vous enverrai, je ne sais pas si vous voulez le mettre sur le site, on a un professeur, alors peut-être qu'on les refera un peu mieux parce qu'elles ne sont pas encore parfaites. On a des témoignages d'élèves sur l'évaluation par contrat de confiance. Voilà, qui sont très, très révélatrices. Hein. On a des enseignants qui essayent de le mettre en place. Et quand je parle de... Alors, on a un projet pilote sur des effectifs réduits, on appelle, c'est-à-dire on passe de 35 élèves à 24.
Alors, quand je parle de 35, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en STMG, on n'a pratiquement que des élèves en grande difficulté scolaire. Qu'on remet à 35 en grande difficulté scolaire. Que l'enseignement général, d'une façon générale, hein, je caricature, mais je ne suis pas loin de la réalité, à qui on dit, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Alors, de toute façon, ils y arriveront, ils auront le bac. Par contre, ils décrochent complètement après le bac. C'est-à-dire, ils vont en BTS, ils font 1 mois ou 3 mois, ils arrêtent. L'objectif, c'est de travailler sur alors, pédagogie de groupe et de projet, sur la classe inversée, plutôt la classe renversée, sachant que ce que je vais dire aussi, c'est politiquement incorrect, je le dis quand même. Nous avons dans cette académie une population en termes d'ethnie qui se retrouve tous en STMG. Voilà, donc ça, c'est un constat qui est fait sur le terrain. C'est triste à réaliser encore en 2023. Alors, je parle d'élèves en grande difficulté scolaire, en grande difficulté sociale, et qui sont tous créoles ou malbars. Alors, on ferait des photos en noir et blanc, elles seraient plutôt foncées que claires. Quand on trouve un oreille, c'est-à-dire alors un métropolitain, on dit qu'il s'est perdu. Voilà, donc on en est là aussi dans cette académie où on est en train aussi de rappeler que en STMG, on ne doit pas faire de différence de toutes sortes et qu'en plus, on doit donner confiance à des élèves qui n'ont pas confiance dans le système puisqu'on considère en fait qu'on les a mis là parce qu'ils ne sont pas capables de réussir ailleurs. Et ça, c'est une réalité de terrain. Et on en est en 2023. Et j'ose le dire. Voilà, donc l'évaluation par quota de confiance, c'est vraiment un moyen de redonner confiance à des gamins. On a travaillé sur les portraits de la réussite. C'est des locaux qui ont réussi, qui sont passés par STMG et qui peuvent dire que, alors, l'évaluation par quota de confiance, enfin, moi je le rappelle, hein, c'est vraiment le moyen de garantir à des gamins, un, de travailler, parce que ça aussi c'est très compliqué ici, le travail personnel, de réussir parce qu'ils travaillent justement, d'avoir la confiance des enseignants et surtout de se dire qu'ils sont capables de réussir après le bac. Et Corinne est intervenue là, la semaine dernière en précisant justement que tous ces élèves, là, qui sont bien accompagnés, eh ben, ils ont des résultats qui sont quand même meilleurs en post-bac. Alors moi, c'est un peu mon objectif ici, c'est de les faire travailler en première et terminale en évaluation par quota de confiance pour que quoi qu'il arrive après sur les BTS, de toute façon que je pilote ici, donc ça sera aussi facile pour moi de retravailler là-dessus. Mais on a vraiment des marges assez importantes ici, hein. Je ne sais pas comment c'est dans les autres académies, mais ça marche. En tout cas, ça bouge. Moi, je suis assez satisfaite. Merci. Oui, je me souviens de tes remarques sur le fait que la voie technologique, c'est ça, faisait l'objet d'un certain dédain, d'un certain mépris par les gens de la voie générale, qu'il y avait voilà, cette difficulté. Marie-Pierre? Oui, je rejoins Catherine dans son analyse que sur le terrain, on continue. Donc, nous, sur le département de l'Aude, hein, on va commencer, enfin, on veut d'abord le stabiliser sur le département pour ensuite continuer à le développer sur l'Académie de Montpellier. Donc, vous savez on s'inscrit dans tout ce qui se développe autour des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, on continue les formations dans les établissements sur des circonscriptions, puisque j'ai pu participer donc, à une formation conjointe avec le conseiller pédagogique de l'ASH, hein, sur toute une circo. On continue le projet où Corinne devait venir. Bon, il y a eu un petit couac, je ne sais pas si tu as été informé. Bon, on va le décaler. Où en fait, c'est un projet de construire donc, comment mettre en place l'évaluation par contrat de confiance sur notamment le cycle 3. Donc, on travaille avec un collège et les écoles qui sont rattachées au collège, hein, donc pour qu'il y ait aussi une continuité dans le parcours. Et puis, voilà, donc on continue vraiment à développer ça. On a pris attache avec le directeur de Canopée de Carcassonne pour qu'on puisse voilà, construire un projet de faire des webinaires donc, qui seraient diffusables donc, pour les enseignants. Et ensuite de travailler donc, avec des services de soins de type CESAD notamment, où il y a des éducateurs spécialisés qui travaillent aussi
avec les élèves dans le cadre scolaire, hein, puisque que ce soit le CESA d'Arieda ou donc pour des élèves qui ont des troubles auditifs ou le CESA de TSA, ou, voilà, ils interviennent avec les enfants. Voilà, pour aider à faire les devoirs, pour les accompagner. Donc voilà, donc tout ça, et c'est enclenché. Donc, pour ça, je pense aussi que de pouvoir quand même maintenir ces colloques, hein, ça permet quand même aussi, et on en avait parlé avec Jérôme, voilà, de pouvoir aussi s'enrichir les uns les autres, hein, de pouvoir continuer à construire ces projets et à continuer à travailler ensuite sur le terrain. Voilà, moi, ce n'est que mon avis personnel, mais je pense quand même que c'est important et de pouvoir poursuivre ce travail-là. Merci. Tu peux en dire un peu plus sur les élèves à besoins particuliers? Qu'est-ce Alors, que tu découvres? voilà, ce sont des élèves, alors, on est aussi bien sur des élèves qui présentent un haut potentiel, mais on peut être aussi sur des élèves qui présentent un spectre, voilà, qui sont porteurs d'un trouble autistique. Ce sont des élèves avec des troubles du neurodéveloppement. Voilà. Et en plus, bon, je ne sais pas si vous avez pris connaissance là, du contenu du contenu de la conférence nationale sur le handicap, où maintenant on va avoir de plus en plus d'élèves qui relèveraient d'une orientation d'un institut médico-éducatif, qui vont être maintenant de plus en plus dans le milieu scolaire, dans le milieu ordinaire, pouvant bénéficier aussi du plateau technique, hein, donc de ces instituts médico-éducatifs. Donc, et là, je trouve que l'évaluation par contrat de confiance, justement, ça va être un levier. Alors, je vous livre un projet professionnel, mais j'attends toujours la réponse, puisqu'il y a eu une ouverture de poste cette année sur le département, et j'y ai postulé pour qu'il y ait un enseignant référent fléché en fait pour tout ce qui est IME, ITEP, voilà. Et j'ai postulé, j'attends la réponse. Donc, ce qui me permettrait, voilà, donc c'est un poste départemental et ça me permettrait vraiment de travailler avec tous les IME et tous les ITEP du département. Et ça inclut aussi les unités d'enseignement externalisées. Je sais qu'avec Jérôme, on en avait parlé au dernier colloque. Je n'oublie pas. Voilà, on travaille avec ma collègue Patricia, qui est professeure ressources TSA. Et donc, de pouvoir travailler avec des équipes enseignantes, des enseignants spécialisés qui interviennent sur les unités d'enseignement autisme en élémentaire. Voilà, donc on va pouvoir, et on a commencé, hein, on a commencé à cibler ce public-là d'enseignants spécialisés. Donc, j'ai pu participer avec Patricia, m'a demandé d'intervenir sur le MIN TSA de Montpellier, où donc pour tous les enseignants spécialisés, enfin il y avait enseignants spécialisés, psychologues d'éducation nationale, j'ai pu faire l'intervention sur l'évaluation par contrat de confiance. Donc là, on était quand même au niveau académique. Donc, et je sais qu'ensuite, il y a des enseignants qui vont le mettre en application, puisqu'ils m'ont demandé des ressources un peu plus poussées voilà, pour vraiment le mettre en application dès la rentrée. Là. Voilà, donc voilà, c'est le blé qui va commencer à germer un petit peu partout. Et donc, alors, je ne sais pas, c'est une proposition que je vous soumets, hein, mais ça pourrait être intéressant qu'au prochain colloque, justement, on puisse avoir cette petite branche-là aussi concernant les élèves à besoins éducatifs particuliers, et de pouvoir animer quelque chose autour de ça. Parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin dans le milieu ordinaire. Merci.
un peu la même question qu'à Catherine. Est-ce que, avec ce public-là, vous avez essayé un apprentissage par projet, par petit, micro-projet, ou est-ce que c'est quelque chose d'irréaliste? Non, c'est pas irréaliste, hein. Non, non, c'est pas irréaliste, hein. Mais oui, il faut l'enclencher, bien sûr. Parce que André Antibi avait toujours dit, pour lutter contre la consonne macabre, il y a certes le PCC, mais il insistait beaucoup en disant ce n'est pas le seul moyen. Notamment la notion de projet encadré, qui est voilà, qui est moins stressant qu'une épreuve en temps limité, et qui permet de développer des qualités d'initiative, d'échange entre les membres du groupe sur un sujet, etc. Voilà. Ça, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas, D'accord. voilà, ça n'a pas été fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on continue le tour de table? En tout cas, juste pour rebondir après les propos de Marie-Pierre, je pense que c'est vraiment quelque chose à creuser. En tout cas, le fait d'avoir peut-être une partie réservée pour aborder justement tous ces élèves à besoins particuliers, qui effectivement ne sont pas, enfin, sont dans le milieu ordinaire, hein, voilà, ils sont absolument partout, mais dont les enseignants vont avoir besoin de leviers. Et si on peut faire des expérimentations quelque part et les partager, ou en tout cas être une tribune pour partager, je pense que ça serait aussi intéressant. Voilà. Quelle forme ça pourrait prendre si on considérait qu'on a vocation à être une entité qui organise les échanges là-dessus? Est-ce qu'il faut voilà. Je ne sais pas s'il faut changer quelque chose de particulier, ou je pense que ça peut rentrer sur, comme tu vois, la manière dont on faisait notre journée. On peut très bien avoir un temps dédié à cela, tu vois, à ces élèves à besoins particuliers. Enfin, je ne sais pas, je Oui, pense oui. pas qu'il y ait besoin de quelque chose. Oui, Non, mais, pardon, vas-y. je rejoins Jérôme, oui, je pense que ça peut être intéressant de voir, déjà d'écouter quels sont à ce moment-là les besoins des enseignants, parce que ça, on l'a sur le terrain, et au colloque, justement, de pouvoir apporter aussi des pistes de réflexion, des outils. Ouais. Et d'avoir une partie peut-être où on peut présenter dans la globalité, voilà, qu'est-ce que c'est que l'évaluation par contrat de confiance pour des élèves à besoins éducatifs particuliers, en quoi ils répondent, comment on peut le décliner. Parce que ça se décline aussi pour des élèves qui ont besoin d'un matériel pédagogique adapté, etc. Tout est déclinable. Donc, de le présenter, de dire que c'est possible. Et peut-être ensuite, dans l'après-midi, justement, je me rappelle dans les premiers colloques où j'ai pu assister, quand ensuite on avait ces tables rondes, ces tables d'échange en atelier, où justement, ensuite, on peut échanger et y être peut-être un peu plus dans le détail. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais je pense que ça pourrait être intéressant de le faire en 2 temps. Oui, oui, c'est ça. Et justement, lors de la table ronde même, on faisait aussi des échanges avec la salle. Donc peut-être des enseignants qui viendraient avec des besoins. Et on pourrait à ce moment-là peut-être engager une discussion, voire même peut-être engager c'est ce qu'on avait fait avec certains collègues, engager peut-être ensuite des expérimentations dans les établissements ou dans les académies. Tu vois, ça peut faire un petit peu tache d'huile. Tout à fait. Oui, et dans cette hypothèse, on pourrait d'ailleurs inviter, parce qu'il y a évidemment des organisations en dehors de nous qui sont se penchent plus spécialement sur ces élèves à besoins particuliers, qui ont évidemment énormément de choses à dire, mais ça peut se compléter avec notre démarche Alors, ça peut être un complément, voilà, à notre démarche, mais les élèves à besoins particuliers, de toute façon, sont dans toutes les classes. Tout à fait. Tu vois, et quelque part, le fait d'avoir cette hétérogénéité à gérer pour tous les enseignants, et cette hétérogénéité s'accentue, je pense qu'il peut être intéressant pour eux d'avoir en tout cas des réflexes ou des pistes de réflexion qui ont été menées justement par des personnes qui sont vraiment avec des élèves à besoins particuliers, et voir un petit peu comment elles peuvent être dupliquées dans leur classe.
ça pourrait être une forme de laboratoire ou d'expérimentation pour ensuite être diffusé. Moi, Alors- j'ai des enseignants qui seraient prêts à ça, hein. Des enseignants avec qui spécialisés et non spécialisés. Je trouve aussi que cette complémentarité, elle est intéressante. Parce qu'on peut être spécialisé sans avoir forcément le KPI, je trouve, hein. Il y en a qui sont très pertinents dans leur analyse. Et ouais, je pense que j'aurai facilement 4-5 enseignants qui seraient prêts à témoigner et à travailler dans ce sens-là, hein, largement. Merci beaucoup. Grégory a demandé la parole. Oui, il y avait une année, Gérard, c'était il y a 4 ou 5 ans, où le colloque avait été sur la dimension sociale de l'EPCC. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ça devait être il y a 5 ans. Et en stage, j'avais eu un participant qui avait eu cette formule sur le contrat qu'on donne à l'élève. Il disait que ce document-là, il servait aussi à l'aidant pour aider. J'avais bien aimé cette formule, c'est-à-dire que le collègue qui va assurer devoir fait le soir et qui doit préparer les élèves à une évaluation, il est très content de retrouver ce document-là parce qu'on a listé nos attentes. La structure qui dépend du centre communal d'action sociale où les gamins vont faire les devoirs le soir, les parents qui peuvent aider leurs gamins, et c'est là où je fais le lien avec le social parce que pour les parents qui n'ont pas les codes, identifier dans un cours les éléments exigibles qui peuvent tomber le jour de l'évaluation, on sait que c'est compliqué. Le fait d'avoir fait ce travail-là en amont, tu vois, je reviens à la formule, aider les aidants à aider. Et je pense que quand on dit ça, il y a un côté un peu, tu vois, un peu central à ce document-là, qui peut servir en premier lieu à l'élève, à ses parents et à n'importe quelle personne pouvant être amenée à l'aider. Et je trouvais que c'était une dimension qui était vraiment intéressante. Super. Merci. Alors, parmi celles et ceux qui n'ont pas encore parlé, Moi, Aurélie, je veux juste dire bonjour à Corinne. Bonjour Oui. Corinne. Parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps. Aurélie, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Écoute, oui, bonjour à tous. En tout cas, ce que j'entends rejoint bien la pratique que l'on a, nous, en classe, alors pour ma part, en CM1, CM2. Donc, j'entends Marie-Pierre Gou, Grégory et puis Jérôme. Effectivement, j'entends qu'eux aussi, ils ont cette pratique de terrain et qui nous rejoint aussi bien dans la gestion de l'hétérogénéité de nos publics et effectivement de l'hétérogénéité des élèves, mais aussi avec l'inclusion que l'on a de plus en plus des enfants qui viennent d'Ulysse dans nos classes. Et donc ça, d'une part, effectivement, je crois qu'accompagner les collègues pour trouver des solutions grâce à l'EPCC, c'est vraiment une très bonne chose. Mais aussi, je t'en avais parlé, Gérard, je crois que le partenariat avec les parents et l'aide aux devoirs est aussi vraiment un point très important parce qu'ils sont soulagés en fait d'avoir des billes pour accompagner les élèves et accompagner l'école pour la réussite des élèves, en fait. Donc, ces partenariats, effectivement, travailler avec eux, avoir peut-être un point là-dessus lors du colloque est important. Et nous, c'est vrai qu'en Dordogne, c'est la fiche réussite qui nous permet de faire ce lien-là, dans laquelle on détaille, alors parce qu'on est en primaire, hein, donc on détaille les connaissances d'une part, et les compétences, enfin les liens entre les connaissances et les compétences, les liens avec les exercices, les liens avec les traces écrites. Voilà, tous ces liens-là. Donc, je valide tout ce qui vient d'être dit. Et j'ai pris beaucoup de notes parce qu'effectivement, on s'y retrouve. Merci Aurélie. Autre intervention? Adeline, Kada, Arnaud, Je crois que Corinne veut prendre la parole. Corinne? Ah Elle oui, branche Corinne. son micro. Il faut qu'elle branche son micro. Excuse-moi, Il Tu n'as pas le il faut que tu- micro, Corinne. tu avais changé de page dans la liste des diapos. Je crois qu'elle cherche son micro. Non, le problème, c'est que le micro est déjà activé. Donc, tu dois avoir un problème
un autre problème. C'est pas l'activation ou désactivation du micro, puisque tu n'as pas le micro barré. Donc, tu peux avoir un problème avec le micro de l'ordinateur. Ouais. C'est compliqué, là. Sinon, en attendant, je peux intervenir très rapidement. Oui. Pardon. Oui, juste pour dire, donc la Peut-être thématique, te représenter parce qu'on. oui, professeur de SVT Académie d'Amiens et formateur académique. Merci. La thématique de l'EPCC avec les élèves à besoins particuliers peut être intéressante, avec un petit point de vigilance cependant. C'est que souvent, quand on aborde, notamment lors de formations, les élèves à besoins particuliers, tous les dispositifs qu'on peut imaginer mettre en place, du coup, se tournent vers ces besoins élèves particuliers. Et on a l'impression que du coup, les autres élèves n'ont plus aucun besoin. Donc, mon petit point de vigilance, ce serait de garder quand même à l'esprit, je ne veux pas exclure les élèves à besoins particuliers, mais de ne pas oublier tous ceux qui ne sont pas identifiés comme étant à besoins particuliers et qui néanmoins ont des besoins et qui représentent une majorité quand même de nos élèves. D'accord. On reviendra sur cette remarque qui a certainement des implications. Corinne n'a pas retrouvé son micro pour l'instant. Adeline, un petit mot de ta part? Non? Ah, Je suis là. ah, Oui, alors juste, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à dire qu'Aurélie, hein, puisqu'on travaille ensemble dans le même groupe, donc elle a parfaitement résumé toute ma pensée et elle porte notre parole pour l'ensemble du groupe, voilà. d'accord. Et là aussi, ma question un peu obsédante, est-ce que la démarche d'apprentissage par projet, par mini-projet, à 2 ou 3 élèves, petit groupe de 2 ou 3 élèves est quelque chose que vous avez un peu mis en place pour que ce soit une part de l'évaluation aussi? Aurélie, Adeline? Est-ce que ça marche là? Oui. Oui, on t'entend, Corinne. Ah, merci. Alors, je voulais d'abord m'excuser, moi, vraiment, parce que j'ai eu un problème de voiture. J'étais coincée au garage parce que je pars demain à Toulouse. Donc, enfin bref, excusez-moi. Je peux continuer à parler? Oui, bien sûr. On reviendra sur la question que j'ai posée à Aurélie et Adeline par la suite. Oui, ben non, mais moi, c'était surtout pour rappeler qu'on avait, avec André, on avait été invité à un colloque qui était organisé par l'association Dyspraxique mais Fantastique. Ah oui, oui. Et c'est donc, c'était un colloque incroyable. Moi, je me rendais compte que, moi qui ai 67 ans, je me rendais compte à quel point on n'avait été pas du tout formés, nous, sur tous ces élèves à problème. Dyspraxique, nous, on connaissait dyslexique, etc. Et quelques 10, mais pas du tout toutes les formes de dyspraxie qui existaient. Donc, ça avait été un colloque qui nous avait vraiment, avec André, passionnés. On avait passé beaucoup de temps avec les gens, les parents, donc ils nous avaient raconté des choses vraiment assez catastrophiques et surtout à quel point il suffit d'aider les enfants dans leur apprentissage, tous ces petits-là, pour qu'ils s'en sortent. Alors moi, j'avais été même effarée et inquiète en me disant, j'ai vu passer devant moi sûrement beaucoup d'élèves de ce type sans savoir identifier leurs troubles et faire ce que je pouvais. Donc, on m'a rassurée parce que ces élèves-là qui arrivent en lycée, généralement, ont déjà réussi à gérer leurs propres problèmes et s'adapter au système qui, s'il ne s'adapte pas à eux. Et donc, les élèves que j'avais en lycée étaient déjà un petit peu sortis d'affaires et ont géré leurs troubles. Donc, ça m'avait un peu rassurée. On pourrait peut-être donc contacter cette association pour voir s'ils sont intéressés. Et je voulais surtout, alors, c'est quelque chose qui va peut-être pas vous plaire. C'est toujours même le même problème pour moi, c'est toujours en pensant à ce que disait André, c'est que il faut faire attention, je m'excuse parce que je pense que ça va pas vous plaire. Il faut faire très, très, très attention à ne pas
cantonner le PCC et son utilisation à auprès d'élèves en difficulté. C'est-à-dire ni dans des classes REP, ni pour des élèves 10, ni pour des classes Ulysse. Il faut vraiment marteler et afficher sans arrêt le fait que le PCC s'applique dans toutes les classes de très bon niveau, par exemple, et ne pas du tout se cantonner à dire c'est très intéressant pour les élèves en difficulté. C'est simplement dire, c'est simplement un petit avertissement, faisons attention, parce que tout le monde va sauter sur ça en disant c'est pas pour nous, c'est pour les élèves en difficulté. On a déjà entendu beaucoup de ça, surtout quand on est très invité dans des REP+. On a été invité par vraiment de nombreux collèges REP et REP+, mais on a aussi été très invités dans, par exemple, les lycées français à l'étranger qui sont extrêmement bon niveau généralement, ou des classes. Donc, c'était pour juste faire attention, ne nous laissons pas engloutir par cette catégorie d'utilisation de l'EPCC qui est primordiale, évidemment. Hein. Je suis complètement d'accord que ça peut aider beaucoup de petits et de grands, mais je tiens à… Alors, ça va peut-être déranger un peu, mais c'est très, très important. Les classes de terminale de très haut niveau peuvent le mettre. Je sais que je l'ai mis dans mes classes de très haut niveau, mes meilleures classes. Et le proviseur d'Henri IV, à un moment, était très intéressé, etc. etc. Bon, c'est simplement pour dire, ne nous cantonnons pas aux classes difficiles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci, Corinne. Oui, ça rejoint le fait que nous avons eu pendant quelque temps des intervenants en classe préparatoire aux grandes écoles. Sur classe prépa. Et qui étaient intéressés par la démarche, voilà, dans l'optique que tu dis. Et ça rejoint la remarque d'Arnaud également. Catherine et… Ah, il y a 4 demandes d'intervention, c'est très bien. Allez-y. Alors, Catherine, ensuite Grégory, Marie-Pierre et Jérôme. Très rapidement, moi je remercie encore Corinne pour l'intervention qu'on a pu faire en visio. Les enseignants étaient très contents. Alors, on n'avait pas André, mais on t'avait à toi. Donc, voilà, je te remercie encore parce que ça nous a permis de faire une journée de formation. On espère bien continuer avec toi en attendant les années qui arrivent. Hein. Juste pour répondre à Gérard là, sur pédagogie de groupe. Moi, je rappelle, voilà, la pédagogie de groupe, nous, c'est commun chez nous en technologie. Sauf qu'on… C'est comme le PCC. On a des contraintes, en fait, d'organisation de l'espace de travail. Je vais quand même faire un petit point là-dessus, ça m'intéresse énormément parce que lorsque André parlait d'auto-évaluation aussi, d'évaluation entre pairs, ce n'est pas possible dans des espaces de travail qui sont tous en frontal. Vous regardez une salle de classe de 1945, vous prenez une salle de classe de 2025 et je le fais volontairement. Tout a changé entre-temps, hein. Société, élèves, programme, tout, sauf l'organisation de la salle de classe. Alors nous, c'est vrai que le PCC… Enfin, les projets que j'ai pu mettre en œuvre, il y a le PCC, mais aussi l'organisation des salles de classe. On fait des espaces de travail qui vont de 1 à 6. C'est-à-dire qu'il faut respecter le travail individuel, mais le travail de groupe. C'est pour ça que la pédagogie de groupe, ça c'est aussi, mais il faut un espace de travail approprié. Alors, moi, je parle de l'enseignement autant supérieur que de l'enseignement secondaire en lycée, parce qu'on se retrouve confronté à ce problème à l'heure actuelle. On travaille sur l'alignement pédagogique aussi, puisqu'on avait parlé lorsqu'on a fait la formation avec les enseignants. André le disait, l'évaluation, c'est 12% du temps. Tout le reste, c'est quel support on utilise et en attendant, quel objectif les professeurs se sont donnés pour y arriver. En tout cas, et quel choix de support ils font. Et on travaille aussi sur l'usage du numérique, parce qu'à l'heure actuelle, nous, on est confrontés, en particulier en première et terminale, avec comment on gère le téléphone, comment on gère l'ordinateur. Parce que là, par contre, les élèves à besoins particuliers qui ont des ordinateurs, ils ont besoin aussi de pouvoir travailler dans des conditions particulières. Mais j'entends bien ta remarque, Corinne, c'est vrai que moi j'ai envie de dire que tous les STMG, hein, pratiquement tous mes gamins en STMG, ils sont tous à besoins particuliers, mais ils ne sont pas identifiés à besoins particuliers. Et c'est ça qui me pose aussi un problème, c'est qu'ils ont des problèmes aussi, il faut le savoir, sur la Réunion, dans tous les problématiques de langue et de plurilinguisme qui est très important à l'heure actuelle. Et donc c'est vrai que je me dis que l'évaluation par contrat de confiance, c'est un bon moyen de leur donner… Alors, quand je parle de confiance, il faudrait que je t'envoie je n'ai pas encore eu le temps de le faire, les extraits d'élèves, là. Mais quand on voit vraiment comment ils parlent de confiance, de réussite, et le sourire avec lequel ils le disent, voilà, on a gagné. Et dernier point, on travaille aussi sur le mouvement créé la concentration. Alors, tous ces points, j'ai l'impression qu'ils existent au primaire.
qu'au collège, ils ont disparu et qu'on peut les retrouver de temps en temps en enseignement supérieur ou en technologique, en tout cas chez nous. C'est extrêmement compliqué quand même de travailler avec des professeurs qui ont l'habitude d'avoir un enseignement, une organisation de salle de classe qui reste quand même du frontal. Et à mon avis, là, l'auto-évaluation, l'évaluation entre pairs, je ne sais pas comment ils font. Il faudra m'expliquer quand même. Mais bon, voilà, c'est une remarque. Merci. Il faut vraiment qu'on mette ça en avant. J'ai rencontré le même problème à l'université. Je mettais ma salle en dispositif salle de restaurant par 4 et à chaque fois, ça faisait des problèmes avec les suivants qui voulaient revenir au frontal. Grégory, ensuite Marie-Pierre et Jérôme. Ouais, juste 2 petites remarques. Ça fait 2 proviseurs de lycées privés avec qui je suis en contact, chez qui je devrais aller intervenir, par rapport à Parcoursup et à la place du contrôle continu dans le bac. Ils ont en fait une culture de l'évaluation où ils mettent des notes très très dures. Et en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'ils scient progressivement la branche sur laquelle ils sont assises, Oui. parce qu'avec les moyennes qu'ils ont et le processus bac et Parcoursup, bah, comment dire, les élèves qui sont pourtant plutôt de bon niveau n'arrivent pas à prétendre à une orientation qui correspondrait en fait un peu à ce travail-là. Donc, ils ont une vraie problématique et je pense que là-dessus, on a des choses à leur apporter. Et je vais vous mettre sur le chat le document qu'a produit le ministère pour mettre en œuvre une politique d'évaluation dans les lycées par rapport au contrôle continu. C'est-à-dire que maintenant que le contrôle continu compte pour le bac, il faut faire un tout petit peu attention qu'entre le prof de maths de la première ou de la terminale, enfin, les différents profs de maths, on ne peut pas en avoir un qui a une moyenne de classe de 6 et l'autre qui a une moyenne de classe de 14. Donc, dans ce document-là, il est précisé que les contrôles, je vais appeler ça comme ça, qui ont lieu pendant l'année doivent être identifiés comme faisant partie du contrôle continu. Ainsi, l'ensemble des compétences et des notions qui vont être mobilisées lors de ces évaluations doivent être listées et doivent être les mêmes au niveau d'un même niveau de classe. Donc, c'est ce qu'ils appellent la politique d'évaluation. Alors, on n'est pas dans le PCC, mais le fait d'avoir quand même identifié clairement les notions, identifié clairement les compétences et avoir quelque chose de collectif au niveau de l'établissement, puis à terme au niveau du bassin, et puis, on s'y rapproche doucement. Et je pense que là aussi, on a une expertise qui peut aider. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite contribution sur ce sujet? Sans vouloir Je te l'ai déjà envoyé, Gérard. Je te l'ai envoyé il y a 1 mois et demi, je crois. Tu te rappelles, tu me l'avais demandé sur ce point-là, mais je peux le retrouver, le mail. Je peux te le renvoyer si tu veux. Mais il y a l'ensemble des captures, il y a la manière dont on calcule sa moyenne pour le bac, parce que déjà, là, maintenant, il faut avoir son bac pour réussir à calculer sa moyenne du bac, là, par les temps qui courent. Et je voulais juste aussi réagir sur ce qu'on disait sur les EBEP. Il y a les EBEP diagnostiqués, et on l'entend bien. Il y a ceux qui auraient dû être diagnostiqués et qui ne l'ont pas été. Et puis, moi, je pense aussi que n'importe quel élève peut être à un moment ou un autre EBEP dans un chapitre donné, sur un moment donné. Moi, si je vous prends mon parcours en maths, ça va te parler, Corinne. Moi, le nombre complexe I carré égale -1, mon cerveau, il n'a jamais accepté ça. Depuis le début, on te dit qu'un nombre carré ne peut pas être négatif. Et j'ai souvenir sur ce chapitre-là d'avoir été un EBEP. Voilà. Donc, je pense que chacun de nos élèves peut être à un moment ou un autre un EBEP sur un élément donné. Donc, je pense effectivement que ce n'est pas… et autre point, c'est qu'en général, les adaptations qu'on réfléchit et qu'on met en œuvre pour les EBEP, elles sont utiles pour tous les autres, de toute façon. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on scinde, qu'on ait cette vision EBEP et les autres dans notre manière de réfléchir et de communiquer. Merci beaucoup. Jérôme? Non, mais écoute, Grégory vient de tout simplement de transcrire ma pensée. J'ai eu l'occasion dans ma carrière de mettre en place une classe 10. Et donc, au début, je vous parle de ça il y a déjà 10 ans en arrière. Mais au départ, c'était refusé par les parents d'élèves et par des enseignants même qui disaient on va stigmatiser une partie. Et puis tout simplement, en la mettant en œuvre, on s'est aperçu, c'est ce que Grégory vient de nous dire, que les aménagements, les adaptations faites pour les élèves qui malheureusement ont certains 10, permettaient à d'autres élèves de mieux appréhender le cours et tout simplement, ces adaptations étaient profitables à tous les autres. Et résultat, l'année suivante, tout le monde voulait être dans cette classe pour pouvoir bénéficier des adaptations. Donc, je pense que les gens, ou en tout cas le raccourci qui serait fait en disant « c'est pas pour moi, mais c'est pour les
ou c'est pour… oui, c'est très facile quand on ne veut pas mettre en place. Voilà, donc c'est juste une raison pour ne pas la mettre en place. Mais la vraie raison derrière, ça n'est pas parce que c'est adapté à certains élèves en REP. Non, au contraire. Les aménagements sont bons pour tous. Et c'est le but, là, dire, ben, regardez, si cet aménagement-là est adapté à des jeunes qui ont ces besoins ou tel autre besoin, ben, dans ce cas-là, ça peut bénéficier à tous les autres. C'est ce qui s'appelle l'équité. Très bien, c'est peut-être une piste qui va se prolonger peut-être dans nos échanges, voire devenir, disons, une part d'un sujet de colloque ou d'un autre événement analogue. Il faut garder ça à l'esprit. Alors, dans l'ordre du jour, si on regarde, oui, alors, tout le monde n'est pas arrivé au même moment. Information générale, bon, il n'y en a pas eu énormément. On a surtout insisté sur l'intérêt du 17 mai. Et là, Corinne est là comme l'une des deux participantes qui va nous représenter. Et en particulier, nous avons un stand avec de très belles affiches que André avait mis dans les présentoirs à Strasbourg l'année dernière pour l'événement, ce même événement en 2022. Merci Corinne et merci Christelle qui n'est pas là ce soir, mais qui devrait y participer en venant d'Avignon, ce qui est un peu plus commode que pour Corinne. Et puis il y a l'autre événement, Printemps de la recherche en éducation, qui est quelque chose qui se déroule sur une période avec un point fort les 7 et 8 juin à la Sorbonne. Alors, on devrait pouvoir, un certain nombre d'entre nous qui le pourront d'après leur agenda et qui le souhaiteront, devraient pouvoir être dans la salle de conférence du 7 et 8 juin. Il va falloir qu'on aille sur le site et qu'on voit comment c'est possible, sur quel thème c'est possible, et rien n'empêche de déposer des contributions du mouvement ou de tel intervenant du mouvement dans le cadre de ce printemps de la recherche en éducation. Voilà, donc il faut qu'on garde ça à l'esprit. Point sur nos actions dans les académies. Alors, il y a des formations, puisque Catherine nous a relaté le fait qu'il y a eu une formation auprès d'un certain nombre de collègues, animée par Corinne en visioconférence. Et dans d'autres académies, il y a eu d'autres initiatives. On n'a pas toujours les retours, je dirais. On n'a pas très souvent des retours. Il y a des choses qui se passent que nous ne savons pas. On pourrait dire que c'est bon signe. On a une vue partielle de ce qui se passe en termes de formation et en termes de, comment dirais-je, initiatives pour faire partager le PCC particulièrement. À part ça, il y a les projets qui sont menés dans le cadre de l'action à pilotage national de la DGESCO. Et donc là, on a de temps en temps des nouvelles. Alors, si quelqu'un a quelque chose, souhaite évoquer un aspect du projet en cours, évidemment, c'est tout à fait possible. Sachant que c'est plutôt fin juin qu'on pourra mettre un peu sur la table tout ce qui s'est fait dans ce cadre. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot pour les projets qui sont en cours, hein? Oui, Corinne? Oui. Alors, d'abord, je voulais vraiment remercier Catherine pour m'avoir proposé d'assurer toute seule du coup la formation. Avec André, je crois que c'était la 3e fois, hein, Catherine, il me semble. Je crois que lui, il l'avait fait une fois tout seul et après une fois avec moi. Et ça m'a beaucoup, je l'ai écrit à certains, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup émue parce que c'était la première fois que je le refaisais sans André. Et j'étais pas sûre d'y trouver le même plaisir, la même excitation, le même enthousiasme. Et
je vais te dire, Catherine, vraiment, tu ne peux pas t'imaginer à quel point ça a été pour moi un déclencheur de. Enfin, ça m'a donné l'assurance que ça me plaisait beaucoup de le faire et de continuer. Alors, c'est sûrement 1000 fois moins bien sans André, mais bon, tu me dis qu'ils sont contents, alors ça va. Non, je me permets, non, c'était très bien, Corinne. Moi, franchement, j'ai senti ton dynamisme, ta conviction. Enfin, je veux dire, c'était. Alors, il n'y a pas André, parce qu'en fait, André avait un certain humour. Je vais juste te dire comme ça, il avait un humour tellement particulier. Mais je te rassure, voilà, les enseignants étaient très contents, enfin, en tout cas, de la suite. Hein. Pour certains, ils t'avaient déjà vu, d'autres, ils ne t'avaient jamais vu. Moi, je te remercie surtout, c'est parce que ça nous permet de faire vivre. Alors, moi, je rappelle, on est loin quand même, on a plus de 10 000 kilomètres. Voilà, et d'avoir ce contact avec quelqu'un d'aussi proche d'André, ça nous permet de faire vivre d'autant plus cette nécessité de prise de conscience. Moi, je parle de prise de conscience et je rebondis sur ce qui a été dit sur Parcoursup. Le système éducatif, en ce moment, il ne jure que par l'évaluation et c'est un sujet de tabou à l'éducation. Pour m'expliquer le principe, moi. Je ne comprends pas. Je veux dire, tout compte, enfin, tout est note et personne n'évalue, j'ose le dire, de manière déjà uniforme ou même correcte. Mais ça ne choque personne et on continue et on y va. Donc, Parcoursup, l'enseignement, enfin, je veux dire, les élèves sont complètement stressés. Enfin, les profs, j'en parle même pas. Enfin, on est dans un système qui devrait s'interroger et l'évaluation devrait être, je veux dire, un colloque national, académique, mais mensuel. Voilà, moi, je plaide pour ça. Je vais être obligée, malheureusement, de vous quitter parce que je n'ai pas déjeuné, enfin, je n'ai pas dîné. Il est déjà 21h. Je suis désolée. Hein, je vais m'attabler. Vraiment, merci, Catherine. Hein. Et je prendrai l'enregistrement quand je sais que c'est enregistré, donc je reprendrai. Bon courage à tout le monde, mais moi je suis convaincue que de toute façon, moi je suis sur un train, les collègues y suivent et on va faire des tâches. On va faire des tâches partout. Et je voulais pareil remercier Marie-Pierre qui m'avait invitée. Et Malaguna a rendu l'âme à 7h du matin en allant la rejoindre à Carcassonne pour faire une conférence à Port-la-Nouvelle. C'était quelle date, Marie-Pierre, exactement? C'était au mois de mai, mais de toute façon, on va se revoir avec, donc, la principale. Non, ce n'est que partie remise. Hein, voilà, bon, c'est comme ça, mais de toute façon, on tient à ce que tu sois là. Voilà, et on aura la date, on va se revoir là courant juin pour fixer la nouvelle date, donc je pense sur la première période, là, septembre-octobre. Voilà, donc ce n'est que partie remise. Ça m'aurait fait très plaisir, c'était vraiment horrible d'être en rate sur la route alors que j'allais. Alors, je voulais parler du 17 mai. Oui. Donc, à Grenoble, donc avec Christelle, on va y aller. Alors, je me suis inscrite du coup parce que tu nous as envoyé le lien, Gérard. Donc, on n'est pas beaucoup de… à mon avis, on ne pourra pas partir du stand. Je ne sais pas trop comment ça se passe. L'année dernière, avec André, ils étaient 3, avec Isabelle Henry et Franck Frison. Et André avait pu faire une petite intervention devant un petit groupe. Mais là, comme on est 2, j'amène… Tu sais, on n'a pas 50 affiches. Hein, c'est les 2 grandes, je les amène. J'amène surtout quelque chose je vais distribuer, c'est les flyers qu'il avait fait faire avec ton aide à cette occasion. Et j'amènerai des livres, donc si on pouvait, voilà. Et je suis pas sûre, Gérard, qu'on pourra, tu sais, faire comme tu dis, participer à tout, parce que malgré tout, tu peux pas laisser le stand à partir du moment où tu amènes des livres et tout, tu peux pas les laisser dans la nature. Non, je sais pas trop comment ça sera, hein, vraiment. Alors. Donc, par contre, ça, on vous fera un retour, hein, parce que moi, j'ai vu les ateliers et tout, c'est très intéressant. Donc, je pense qu'ils auront des comptes rendus. Je pense qu'on pourra peut-être vous faire un compte rendu, nous, de la journée, même si on n'a pas été nous-mêmes partout. Mais il y a du beau monde, hein, à mon avis, c'est riche, cette journée pédagogique. C'est vraiment dommage que Philippe Roderer ne puisse pas y être, puisqu'il est de l'Académie de Grenoble, mais il est très loin de Grenoble, là, quand même. Et on va essayer de se débrouiller avec Christelle, ne vous inquiétez pas, on fera au mieux, mais c'est vrai qu'un 3e, ça aurait permis d'avoir un qui reste et 2 qui bougent. Que là 2, je ne sais pas, on va voir. On vous dira. Merci beaucoup. Alors, je suis heureux d'accueillir Rémi Mazière, que vous voyez sur la photo en haut, qui est l'un des responsables de notre association partenaire Le Choix de l'école.
que André et Corinne connaissent Oui, on connaît bien. bien. Et donc, j'ai eu ce contact qui s'est avéré très, très intéressant. Et donc, j'ai invité Rémi à venir faire une présentation de ce qu'ils font et qui peut tout à fait entrer en résonance, bonjour Romain, entrer en résonance avec ce que nous faisons. Et on peut imaginer des coopérations tout à fait intéressantes, mais je lui propose de lui laisser la parole et que Ludovic lui permette de partager l'écran. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très flatté de participer à cette réunion et de pouvoir tous vous voir, parce qu'on ne se rencontre pas, on se voit en visio, peut-être un prochain échange en présentiel. Effectivement, comme l'a dit Monsieur Leton, on a eu l'occasion d'être en contact puisque nous, on est une association qui accompagne de jeunes enseignants et on avait déjà eu l'occasion d'avoir une intervention d'André Antilly et Corinne Ottomani-Cro lors d'un précédent campus où on avait pu initier nos enseignants aux enjeux liés à la constante macabre et à l'évaluation par contrat de confiance. Et donc là, on a la chance d'accueillir un autre des partenaires du mouvement qui est Kada Zouaoui, qui est donc enseignant d'économie-gestion en lycée professionnel et qui, je crois, fait partie du mouvement et en tout cas aura à cœur de transmettre et de sensibiliser les jeunes enseignants du choix de l'école à ce sujet. Et donc peut-être je vous propose de me dire combien de temps, peut-être une courte présentation, parce que peut-être vous avez d'autres sujets. Moi, j'avais peut-être en tête de faire une présentation de 5-10 minutes et éventuellement de répondre à vos questions si vous en avez sur l'association. Mais effectivement, il y a pas mal de synergies entre nos deux associations. Je vous propose peut-être juste de... Alors, j'ai pas préparé de slide parce que je me suis dit que ce serait peut-être mieux que ce soit plus vivant, mais j'en ai si besoin. Mais je me suis dit que ce sera peut-être plus spontané si je présente l'association de manière assez succincte. En gros, l'association est née en 2015 et elle est née du constat suivant, c'est que il y avait pas assez d'enseignants qui souhaitaient... en fait, il manquait même des enseignants, il manque toujours des enseignants dans les endroits où on aurait le plus besoin d'en avoir de très bons. Et donc, fort de ce constat, l'association a été créée avec l'idée d'accompagner de jeunes actifs ou de jeunes étudiants qui ne se destinaient pas à enseigner vers le métier d'enseignant, notamment dans les endroits où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire notamment en éducation prioritaire. Et donc, au départ, l'association a été créée donc, avec une première promotion juste d'une vingtaine d'enseignants au collège. Donc, c'est dans les matières où il y a le plus de besoins, donc notamment mathématiques et histoire-géographie et lettres à l'époque. Et aujourd'hui, comme les besoins sont également sur d'autres niveaux, on travaille également avec le lycée professionnel et Une panne de connexion. Pareil pour moi. D'accord. Ça va revenir. On fait une petite pause. Le seul truc, c'est que je ne sais pas si Rémi nous entend, j'espère. Ouais. Parce qu'en fait, on a une coupure complète là. Mais il est parti. Ah, d'accord. Bon, la présentation a été assez rapide quand même. C'est la connexion qui a dû provoquer ce départ. C'était court, mais de qualité. Bon, bah, c'est l'heure de la Ouais, mais court quand même. En tout cas, je peux parler, moi, de choix de l'école. Donc, on est intervenu. Oui. Et c'est des gens, mais vraiment, on est intervenu en Zoom plusieurs fois. Et on a été invités. Alors, ça s'appelle leur colloque d'été, enfin leur journée d'été, c'est l'été, quoi. Ils font le campus. un campus d'été. Je ne sais plus si c'était exactement ça, mais enfin, on a été sur place dans une université et c'était vraiment très intéressant. Ah ben voilà, Rémi. ouais, vous m'entendez là? Oui. Désolé, il y a eu une coupure internet chez moi momentanée. J'espère que ça va pas se reproduire. Du coup, vous avez dû me voir disparaître d'un coup. Oui, Euh,
Je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé, mais en tout cas, je crois que j'étais en train de… Tu disais que ça a commencé avec, pour une vingtaine d'enseignants à destination de collèges et maintenant de lycées professionnels. Exactement. Donc, depuis 2 ans, on accompagne également des enseignants au lycée professionnel et depuis septembre, on accompagne également des enseignants au primaire, puisqu'il y a aussi de grands besoins en primaire. En fait, on accompagne des enseignants qui sont contractuels, qui sont recrutés par l'Éducation nationale, mais qu'on présélectionne selon des critères, notamment d'envie d'enseigner en éducation prioritaire, et puis d'une envie d'être accompagné par une association avec une idée de collectif, puisque l'accompagnement se traduit notamment par un mois de formation au mois de juillet, nous on appelle le campus d'été, et durant lequel ils vont pouvoir apprendre les rudiments du métier d'enseignant et développer aussi un sentiment d'appartenance à un collectif, puisque les promotions qu'on accompagne, ce sont maintenant des promotions d'une 50aine d'enseignants. Et donc, une fois qu'ils sont sélectionnés par l'association, ils sont ensuite recrutés par l'Éducation nationale. Et ensuite, nous, on les accompagne pendant 2 ans. Ils sont suivis par un enseignant expérimenté, un peu comme un stagiaire de l'Éducation nationale. Ils ont des ateliers, parfois le mercredi après-midi. Et nous, on les accompagne à la fois sur l'aspect disciplinaire, mais également, on accorde énormément d'importance à l'aspect gestion de classe, aux aspects transversaux du métier, et également à des enjeux comme par exemple la laïcité, la motivation des élèves en éducation prioritaire, qui est un gros enjeu, la question du harcèlement, la question voilà, de la violence, la question enfin voilà, tout un tas de problématiques qu'on aborde lors du campus d'été. Voilà, je pourrais vous en dire beaucoup, beaucoup plus, mais je me dis que c'est peut-être mieux de faire quelque chose d'assez court et peut-être d'éventuellement répondre à vos questions si vous en avez, parce que peut-être que vous connaissez déjà ou peut-être que vous avez entendu parler de l'association. Donc, je préfère faire très court pour éventuellement répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Des questions? Moi, j'en aurais peut-être une. Est-ce que vous faites du suivi de cohorte, c'est-à-dire savoir ce qu'ils deviennent après quand ils sont enseignants contractuels? Est-ce qu'ils donnent des nouvelles? Est-ce que vous gardez ou est-ce Tout qu'il y à a même fait. une formation continue, on pourrait dire? Oui, alors effectivement, une fois que les enseignants ont fini le programme qui dure donc 2 ans, ils deviennent, nous on appelle ça les alumni du programme, et ils continuent à s'investir dans le programme via par exemple, donc on a une newsletter dans laquelle qu'on continue à envoyer à tous nos enseignants. Toutes les formations qu'on propose sont ouvertes à nos alumni. Donc une fois qu'ils ont quitté le programme, ils peuvent continuer à participer aux formations. Et par ailleurs, on les accompagne aussi professionnellement, soit lorsqu'ils préparent le concours, lorsqu'ils préparent les concours de l'Éducation nationale, nous les préparons un peu sur le modèle d'une prépa CAPES. Donc là, par exemple, d'ailleurs, cet après-midi, j'étais toute l'après-midi avec des enseignants qui ont préparé parce qu'on a pas mal d'enseignants qui viennent d'apprendre qu'ils étaient admissibles au CAPES, donc on les prépare pour les épreuves d'admission. Et puis, on a également un accompagnement pour ceux et celles qui ne restent pas enseignants. Donc, c'est une minorité parce que la majorité passe les concours. On a à peu près 60% qui passent les concours de l'enseignement. Et pour ceux qui ne les passent pas, bon, en fait, on les aide aussi à valoriser les compétences qu'ils ont acquises en étant enseignants pour éventuellement d'autres horizons professionnels, mais la plupart restent quand même dans le secteur de l'éducation ou de l'économie sociale et solidaire. Donc on en a quand même une grosse partie pour qui cette expérience a été tellement impactante qu'ils se voient pas retourner d'où ils viennent. Parce que peut-être pour préciser un peu les profils qu'on a, on a beaucoup de jeunes actifs qui, par exemple, ont fait des grandes écoles ou des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou l'université, mais pas forcément du tout pour être enseignant et qui faisaient des métiers qui avaient rien à voir. Moi, par exemple, j'étais moi-même accompagné par l'association en tant qu'enseignant. J'ai enseigné pendant 3 ans et j'ai un parcours qui est un peu atypique puisque j'ai fait d'abord Sciences Po, puis du conseil pendant 1 an dans le domaine de la conseil aux collectivités territoriales, donc ce qui avait absolument rien à voir. Et en fait, je me suis reconverti pour avoir un métier qui faisait plus sens pour moi. Et donc, on a beaucoup de ce type de profil dans l'association. Voilà. Merci, merci. Alors, effectivement, c'est très intéressant et notamment les complémentarités. Ça peut tout à fait s'imaginer en voyant dans quelle mesure notre démarche peut trouver sa place dans cette formation. Mais je ne veux pas empêcher les uns les autres
d'intervenir. Sauf erreur de ma part, Marie-Pierre, Corinne, puis moi. Voilà. Merci, je suis désolée, tout à l'heure, j'ai eu pardon. un souci de connexion. Moi, j'aurais une question pour Rémi. Vous intervenez où? C'est au niveau national? Ah oui, pardon, j'ai oublié de Ah le oui, parce préciser. que moi, je suis D'habitude, dans c'est le toujours, sud. ouais, c'est toujours quelque chose que je dis dans mon introduction, puis en fait, j'ai complètement oublié d'en parler. On travaille avec 4 académies partenaires pour l'instant, peut-être plus dans le futur. C'est les académies où il y a énormément de besoins, notamment en matière de contractuels, puisqu'on accompagne des contractuels. On travaille avec les 3 académies franciliennes, donc Versailles, Créteil et Paris. Et on travaille depuis 3 ans, 4 ans même, avec l'académie de Marseille, pardon, d'Aix-Marseille. Et donc principalement quand même avec les académies de Créteil ou Versailles où il y a le plus de besoins. Et là, on est en discussion avec l'académie de Guyane où il y a aussi beaucoup de besoins. Pour l'instant, on n'est que à ce niveau-là, mais nous, on aurait, si jamais il y a des besoins qui se manifestent dans d'autres académies, on sera potentiellement prêt à intervenir sur d'autres. Mais pour l'instant, c'est que ces académies. Merci beaucoup. Corinne? Je voulais dire déjà que pour avoir donc participé à une journée entière de formation auprès du choix de l'école, avec Aude, je ne sais pas si elle est toujours parmi vous, Aude et Elle est toujours présente. Elle était malheureusement pas disponible pour cette réunion, mais c'est elle qui a d'ailleurs créé les premières, qui vous avez invité, je crois, à participer. Très, très sympa et tu lui passeras le bonjour. Et du coup, je voulais dire que les jeunes qu'on a rencontrés, qui nous ont écoutés, donc à qui, avec André, on présentait le PCC donc pour leur futur métier. Donc, présentation de la constante macabre, prise de conscience de la constante macabre avant d'avoir enseigné, je trouve ça quand même intéressant. C'est pour ça que quand on peut faire des formations auprès de jeunes collègues et de futurs collègues, je pense que l'impact est quand même très, très intéressant, très efficace. Donc là, ces jeunes-là étaient très intéressés. Rémi, tu compléteras. Et on avait eu vraiment des jeunes de différents milieux, de différents mondes professionnels devant nous. Et franchement, avec André, on avait été épatés par ce public extrêmement enthousiaste, énergique, prêt à aller devant tous les élèves. Et en ayant déjà, pour moi, à mon avis, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire, déjà la constante macabre hors de leur tête, c'est quelque chose qui allait pouvoir leur éviter de faire quelques erreurs qu'on a tous fait. J'ai un excellent souvenir. Et André adorait. En plus, Aude était quelqu'un de vraiment adorable, dynamique. Donc, tu pourras lui passer le bonjour. Et donc, j'y manquerai pas. Et on a été nous-mêmes. Moi, je me souviens parce que j'étais présent lors du campus d'hiver de l'année dernière. Donc, je vous avais vu. Je me souviens que les enseignants avaient adoré, avaient beaucoup apprécié cette intervention et qui, pour eux, était un bouleversement parce qu'effectivement, même si ce sont de très jeunes enseignants avec pas encore d'a priori, ils se rendent très vite compte de cette constante macabre et ils l'ont vécu en tant qu'élèves, en tant qu'anciens élèves. Et ça rencontre très rapidement un très grand intérêt chez nos enseignants qui sont souvent des enseignants, comme ils sont assez, ils viennent juste de rentrer dans le métier, ils sont extrêmement enthousiastes et ils sont prêts à changer leur pratique, à se remettre en question. Donc, c'est un public qui est assez agréable pour des intervenants. Ouais. Ah oui, vraiment. Voilà. Merci. Romain? Ok, oui, Rémi, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Donc, pour ma part, voilà, je suis dans le mouvement depuis presque le début, on va dire. Et je suis accessoirement formateur dans le premier degré. J'avais une question et je voulais savoir comment vous gériez éventuellement les relations avec la formation dans le cadre des INSPE, en fait, ce genre de choses, puisque vous avez le statut d'association. Et en tant que formateur, bon, voilà, moi, j'interviens dans des classes, dans ma classe déjà, où j'accueille régulièrement des Master 1, Master 2 sur des stages de pratique à accompagner, dont un bon nombre sont aussi plus ou moins sur un deuxième parcours professionnel, à hauteur de 1/3 à peu près, c'est ce que je vois sur les promos
à l'échelle des 5-6 dernières années, et ensuite des professeurs des écoles stagiaires qui sont sur leur premier poste en l'occurrence. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez des relations avec les INSPE et dans quelle mesure vous arriviez à gérer ce qui relève d'un parcours qui est attendu dans le cadre professionnel et ce qui relève de votre action en tant qu'association. Oui, c'est effectivement un aspect hyper important pour nous, qui est cette question des relations avec les INSPE, parce que même si on n'intervient pas exactement sur les mêmes publics que les INSPE, puisqu'on intervient sur des contractuels qui, pour la plupart, ont très peu de formation, on est extrêmement en contact on reste en contact avec les INSPE pour deux raisons. La première, c'est que on a beaucoup de nos enseignants qui passent les concours, qui donc ensuite se retrouvent dans les INSPE, et on est extrêmement intéressé des formations qu'ils reçoivent, puisqu'on s'en inspire. Et à l'inverse, on a aussi beaucoup de formateurs de l'INSPE qui travaillent avec nous et qui sont intéressés par ce qu'on propose, parce que comme on est une toute petite structure, on a la capacité de changer et de s'adapter très vite aux besoins de nos enseignants. Et donc, alors, on pourrait appeler ça une forme d'agilité d'une certaine manière. Et beaucoup de formateurs INSPE sont très intéressés par ce qu'on propose en termes de contenu de formation, et notamment par le parti pris qu'on a pris, qui est, pour certains, est peut-être un peu osé, mais qui est un parti pris où on considère que la partie disciplinaire de la formation est peut-être moins importante que dans les INSPE, et la partie transversale et sensibilisation à des sujets comme par exemple l'évaluation. Par exemple, on fait beaucoup sur l'évaluation, mais donne par exemple un autre exemple, on fait beaucoup sur la partie gestion de classe, notamment sur la question comment gérer les règles de classe, comment gérer les comportements perturbateurs, comment gérer le bruit en classe, comment donner des consignes, quels sont des gestes professionnels de l'enseignant qu'on peut développer pour mieux capter l'attention des élèves. Tout un tas de sujets comme cela. On a eu quelques formateurs de l'INSPE qui étaient assez intéressés pour voir ce qu'on faisait, et qui ont même été invités à notre campus d'été pour voir s'il pouvait y avoir des synergies entre les deux, parce que parfois les INSPE aussi seraient intéressés pour adapter leur programme, mais comme elles ont des plus grosses tailles, c'est pas forcément aussi facile que pour nous. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Du coup, j'ai une question subsidiaire aussi, puisque j'ai eu la casquette de conseiller pédagogique. Je jongle souvent entre différentes casquettes. Et donc, j'ai été conseiller pédagogique, et donc j'ai été amené à suivre des enseignants contractuels sur leur prise de fonction. Et la question subsidiaire, donc, OK, au niveau des INSPE, la réponse était intéressante. Comment est-ce que vous gérez, puisque les enseignants contractuels sont censés être accompagnés par les équipes de circonscription, conseillers pédagogiques sur la base de commandes de l'IEN. Je voulais savoir comment vous gériez éventuellement des distorsions de points de vue en termes d'accompagnement. Voilà. Alors nous, ce qu'on fait, notre philosophie, c'est déjà premièrement de tout le temps donner la priorité aux formations dispensées par les INSPE ou proposées aux contractuels. Donc c'est-à-dire qu'elles passeront toujours en premier, parce qu'on veut pas notre idée n'est pas d'être en concurrence avec l'éducation nationale, mais d'être en complémentarité. Donc à chaque fois qu'on a des échanges avec les INSPE ou avec les académies, on essaye d'être humble, parce qu'on est quand même une association qui existe depuis peu de temps. Donc on n'a pas non plus, notre rôle n'est pas on va toujours donner raison, et en tout cas essayer d'aller dans le sens des académies et des INSPE. Et voilà, notre philosophie est vraiment la suivante, parce que encore une fois, on est là pour répondre plus à un besoin, parce que pendant longtemps, il y a une formation qui a été presque inexistante pour les contractuels. Mais par exemple, pour vous donner un exemple concret, dès lors que les enseignants qu'on accompagne deviennent stagiaires, la priorité pour eux, ça reste leur formation à l'INSPE. Et nous, par exemple, toutes nos formations passent en second plan. Donc, ils assistent à ce qu'ils peuvent. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en gros, d'une certaine manière, enfin voilà, on prétend pas du tout, on prétend pas remplacer ou être en compétition avec les INSPE, mais plutôt apporter un complément et un des enjeux aussi qu'on défend beaucoup, c'est la question de l'attractivité du métier, qui nous paraît fondamentale, et on essaye de valoriser absolument, et aussi de manière plus d'engager ce métier, pour que on se retrouve pas comme on a pu l'être sur ces dernières années, avec un manque tellement important de candidats au concours, qu'on se retrouve à recruter des personnes qui parfois n'ont pas le niveau pour être enseignants. Et c'est un métier qui nous paraît extraordinaire, et qu'on aimerait
valoriser pour que dans les prochaines années, on ait le luxe de pouvoir voilà, avoir énormément de personnes qui veulent accéder au métier et pouvoir choisir les meilleurs enseignants. Donc, et avoir des personnes qui sont motivées pour enseigner, notamment en éducation prioritaire, puisque c'est souvent là qu'il y a le plus de besoins. Ok. Voilà. Oui, alors, moi, je salue ce partenariat qui se concrétise aujourd'hui par cette participation et qui pourra se concrétiser par d'autres initiatives par la suite. On a donc ce Zoom normalement 2 ou 3 fois dans l'année et le colloque qui jusqu'à présent est annuel sur des thèmes, disons, différents, liés à une certaine actualité du système éducatif et puis liés aussi à l'avancement de réflexions internes. Voilà. D'ailleurs, on avait eu, nous, l'occasion de participer au colloque de l'année dernière. On était présents à ce colloque. C'était celui donc de 2021, de D'accord. novembre 2021. Voilà. Et ça nous avait beaucoup intéressé. J'ai notamment en mémoire l'intervention de Philippe Mérieux, qui je crois Ah oui. était intervenu et qui était Tout à très, fait. très intéressante. Ouais, donc nous, on sera ravis si on peut de nouveau y participer. Parce que c'est un sujet qui nous intéresse énormément et je crois que vous êtes à l'avant-garde sur ce sujet de l'évaluation. Et en tout cas, nous, on a à cœur de transmettre à nos enseignants, de les sensibiliser sur ces sujets. C'est la raison pour laquelle au campus d'été, on fait de nouveau intervenir quelqu'un sur ce sujet de la constante macabre et de l'évaluation par contrat de confiance. Donc, je pense qu'il continuera à y avoir des liens entre nos associations et on en est ravis. Merci infiniment. Alors, on avait un ordre du jour qui concernait les informations générales, les projets en cours, on est, disons, engagé avec la DGESCO sur des projets d'innovation pédagogique. Voilà, et puis on a pas mal discuté de ces sujets-là jusqu'à l'heure présente. Est-ce qu'il y a des suggestions autour de la table pour Je me permets juste du coup de vous dire merci beaucoup pour votre invitation et peut-être à bientôt au colloque ou ailleurs. Du coup, je quitte le Zoom du coup pour vous laisser. Non, pas du tout, c'est pas du tout. Non, mais c'est juste pour parce que c'est normal. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour je peux malgré mon grand âge. Et un grand merci Rémi de cette présentation et puis de cette. Avec grand plaisir, merci Gérard. Tu vas réitérer. Avec grand plaisir, merci beaucoup, au revoir. Merci de même. Voilà, il nous reste une petite demi-heure. Normalement, on avait dit 1h30, donc on pourrait dire que c'est terminé. Sauf si on trouve qu'il y a matière à prolonger au-delà de l'heure et demie qui était annoncée. Voilà, en particulier des points pratiques qu'on voudrait évoquer et qui concernent tel ou tel territoire ou tel sujet. Juste pour info, je vous ai mis sur le chat un diaporama que j'ai fait pour mes étudiants qui présente, qui donne des exemples des projets d'évaluation qui doivent être votés dans les CA des lycées depuis l'année dernière. Donc voilà, si vous voulez, il y a tous les liens vers les documents EduScol et vous avez des exemples de ces projets qui ont été publiés par certains lycées. Et voilà, peut-être une chose, Gérard, que je voulais dire, le climat dans les établissements scolaires, comment dire, est pas propice, je trouve, à réussir à faire venir les gens avec nous. Enfin, tu vois, tu parlais des collègues qui sont en éco-gestion, là, ceux qui viennent de découvrir la réforme de la voie pro pendant les vacances, là, et ceux qui découvrent qu'en septembre, ils n'ont plus de poste et à qui on invite à aller faire cours à l'élémentaire.
Ceux-là, moi, je vais le voir la semaine prochaine pour le gars vient faire de l'EPCC, il me claque la porte à la gueule, je le comprends. Hein. Tu vois, cette forme de maltraitance institutionnelle, là, dans les collèges et dans les lycées, il y a plus de fiches de vœux pour les emplois du temps. Tu sais, l'idée étant de les maintenir en présence de 8h à 17h pour pouvoir passer des pactes et faire du remplacement de courte durée. Donc ce que je vois, ce que j'entends sur différents groupes, voilà, j'ai peur qu'on soit dans un climat où on a du mal comment dire, à trouver beaucoup de collègues partants, quoi. Voilà. Je voulais juste et je fais partie de cela, notamment, parce que la prime qui est, vous savez, l'augmentation de 100 €, ça ne concerne pas les profs du secondaire affectés à l'INSPE. Donc, on a été complètement oublié parce que c'est une augmentation des ISO et nous, on n'a plus les ISO parce qu'on n'a plus de conseil de classe. Donc, tous les profs sont augmentés sauf nous. Donc, on est ravis. Donc, voilà, je voulais juste faire juste une remarque là-dessus. Voilà. Eh bien, les temps sont durs. Merci de cette note d'ambiance. Autre remarque avant de clore cette séance? Oui, Gérard, je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Corinne, par rapport au fait de ne pas tomber en fait dans voilà, l'évaluation par contrat de confiance uniquement pour les élèves voilà, qui sont en difficulté ou qui présentent certains troubles. De ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que on a l'évaluation de confiance, par contrat de confiance, pardon. C'est comment on fait justement pour les élèves qui sont en difficulté. C'est pris dans l'autre sens. Voilà. Moi, de ce que j'ai pu voir sur le terrain, bon, à ma petite échelle, voilà. Mais c'est pas. On répond d'abord aux élèves à besoins éducatifs particuliers et ensuite on élargit pour les autres. Non, vraiment, c'est l'inverse. C'est comment on le décline pour les élèves qui sont à besoins éducatifs particuliers. Voilà. Et on rentre un petit peu. Alors, c'est juste parce que ça porte à réfléchir, mais quand on travaille sur la conception universelle des apprentissages, c'est vrai que ça fait réfléchir. Je ne dis pas forcément que c'est la solution à tout, voilà, mais ça fait réfléchir. Voilà, je lance ça voilà, comme ça, mais pour certaines situations, ça peut être une réponse. Merci beaucoup. Oui, Corinne? Bon, bah, c'est rassurant. Par contre, je voudrais juste, moi, c'était vraiment pour Grégory. Grégory qui va regarder. Regardez ce que je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez, non? Pas trop. Je la reconnais avec la glace, c'est compliqué. Alors, comment je peux faire? Mince. C'est en fait, Grégory, c'est une petite salle de classe. Vous ne voyez pas? Oui, si. Et tout est Constante Macar, tous les petits livres d'André, et c'est le père de Grégory qui l'a fait. Ah oui? Le père qui a disparu maintenant. Et Grégory l'avait bien sûr aidé quand il allait le voir. Et Grégory, je voulais te dire que je l'avais amené à Rouen, par exemple, chez moi, là. Et il y a tous les petits livres d'André et les petits bureaux. Donc, c'est très émouvant, mais vous ne voyez pas bien, non? Si. Je suis ravi que ce soit toi qui l'aies récupéré, Corinne. Et c'est vrai que les enfants d'André, je leur ai montré et tout, mais ils me l'ont laissé. Et ça me touche beaucoup parce que je l'ai là dans la salle. Et vraiment, c'est en plus ton père qui a disparu qui l'a fait. C'était tous les livres aussi de maths d'André, les maths de chez Nathan. C'est-à-dire qu'il avait un texte sur la constante Macar, mais vraiment, vous verriez comme c'est mignon, c'est ravissant, c'est tout petit. Bon, on ne voyait pas très bien, mais je ne sais pas trop comment faire. J'ai aucun sens d'orientation et je montre à vous. Vous voyez un peu? Oui. Oui, on devine très bien, Corinne. Ça a l'air d'être très émouvant et Donc, très waouh. très émouvant. Parce que c'est très minutieux. Combien il a passé d'heures, Grégory, ton père? C'est long à faire parce qu'il y a le parquet. Là, on ne voit pas, mais on fait le parquet avec les petits trucs de bois. Il y a un parquet. On fait les petites tables, les petites chaises, les petits cartables en cuir. Les petits cartables. Comment je peux faire, mince? Mais c'est pas grave, Corinne, c'est pas grave. C'est une salle de classe. C'est une salle de classe
époque la guerre des boutons, parce que je vois un poil, non, au fond à gauche. Oui, il y c'est a le un poil. poil. Ah, c'est magnifique. Ah, je ne sais pas comment faire. Là, peut-être. Vous voyez mieux là? Oui, oui. Il faudrait On voit faire bien. une photo en relief. Et si on est autorisé, on pourrait le mettre sur le site avec une Ah rubrique. oui, vraiment, Grégory, tu sais Pas de que je le problème. montre à tout le monde et c'est vraiment un objet incroyable. Et Emblématique. je sais pas si là vous voyez pas, mais il y a tous les petits livres d'André, le rose, Oui, le si, on bleu. le reconnaît. On le reconnaît. Ah bon, enfin bref. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil pour Ah oui, Grégory. merci beaucoup. C'est vraiment mignon. Oui, je peux faire une photo et on peut le mettre sur le site. Alors moi, Gérard, je vais apporter, tu sais, on va à Toulouse. Je vais à Toulouse demain, je pars, parce qu'il y a un hommage à André le 13 Ah à oui, Toulouse. oui. Alors, il y a Ludo qui vient. Je ne sais pas si Romain, il va donner la réponse. Tu l'as, la Ouais. réponse? Non, ça risque d'être un peu compliqué. Et si la décision est prise, bon, je t'avais dit de m'envoyer le numéro d'Anouk, mais je viens de t'envoyer un SMS. Ça risque d'être un peu Oui. compliqué en termes d'organisation. Je vais essayer de me libérer, mais rien n'est sûr pour le moment. Donc, voilà, pour le moment, je dirais non, mais voilà. C'est des Bon. contraintes d'organisation par rapport au C'est déplacement. pas un problème. Donc, c'est un an de la mort d'André, mais même s'il est mort le 20, dans l'année juive, c'est pas la même année, c'est pas les mêmes jours. Donc l'hommage se fait à la synagogue de Toulouse le 13 au soir. Et le 13 au midi, avec ses enfants, on a essayé de réunir, par exemple, il y aura Jean Fabre, tout ça, Pierre Étinger. Vous vous rappelez ceux du colloque, ils ont fait des vidéos. C'est très, très touchant pour moi aussi. Alors, vous comprendrez que je suis émue tous les 2 secondes parce que André me manque à chaque seconde de ma vie. Mais par contre, ça va être un hommage. On voulait faire un hommage à la fac, l'IREM, tout. On n'a pas trop réussi parce qu'on n'a pas trouvé de salle le samedi. Enfin, on n'a pas bien réussi. Mais on fait un hommage ami-famille. Et Jean Fabre, qui n'est pas très, 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 très solide, se déplace de Rodez. Et du coup, Ludo aussi. Bon, donc, je voulais voulais vous dire que j'amènerai à Ludo des témoignages de collègues et d'élèves que j'avais fait moi dans mon lycée. Et je les ai retrouvés du coup, puisqu'en déménageant, je redécouvre tout. Donc, je vais les donner à Ludo qui m'a dit qu'il allait essayer de mettre sur le site peut-être ou de mettre en forme. Je ne sais pas si Gérard, c'est intéressant. C'est des collègues et des élèves qui parlent. Oui, oui, et maintenant c'est Ludovic qui s'occupe du site, donc il pourrait il va essayer. Être destinataire de ces… Non, mais je vais lui donner le 13, puisque je le vois. Bien sûr. Voilà. En Ben, fait, écoutez, oui, pardon. Juste une remarque peut-être par rapport à ça. Justement, comme j'ai repris le site qu'avait fait Gérard, et j'ai l'impression que ce qui manque, en plus peut-être d'un canal de communication entre finalement nous tous et d'éventuels enseignants intéressés par le mouvement, c'est justement la partie témoignage. Voilà. J'ai l'impression que ça manque beaucoup. Il y a ce qu'avait fait André, c'est-à-dire des témoignages écrits dans tous ses livres. Il a retranscrit l'ensemble des personnes qu'il avait interrogées, que ce soit enseignants ou même élèves. Mais à l'ère du numérique, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont filmé des témoignages d'élèves ou d'étudiants. Et alors après, il faut voir avec les droits à l'image, ce qu'on peut faire. On en avait déjà parlé avec Aurélie notamment. Voilà ce qu'on est susceptible de faire, mais ce serait pas mal d'avoir une petite base de témoignages vidéo. J'ai l'impression que ça manque un petit peu. C'est des DVD qu'on avait fait à l'époque et qui sont dans mon lycée, c'est mes collègues et mes élèves. Et alors, j'espère que Et ça, il faudra voir si on peut l'exploiter. C'est-à-dire que moi, le reprendre les vidéos, bon, faut que je retrouve des lecteurs. C'est des CD, quoi. Ouais, ben voilà, ça n'existe plus en fait maintenant. Enfin, j'en ai pas à la maison. Mais j'ai des VHS, moi, Ludo. Ouais, des VHS. C'est bien aussi, ouais, voilà. J'ai aussi des cassettes VHS. J'ai réussi à récupérer, mais il y aura le problème de droit à l'image.
Corinne. Tant pis. Non, mais ils sont vieux, c'est des lycéens et des collègues. Non, on s'en fout. D'accord. Ouais. Je prends sur moi, j'irai en prison, hors la vous loi quand même, m'amènerez. mais bon. Je prends sur moi toutes les responsabilités. D'accord, Corinne. C'est Et toi j'ai qui seras en 32 prison à coups-accords. notre place alors. Hein, j'ai 32 coups-accords, ce que je peux envoyer du jour au lendemain si un élève conteste. Oui, mais bon, il faudra vérifier ça. Mais pour les autres qui potentiellement dans les projets, notamment, voilà, ont ce genre de témoignage, ça pourrait vraiment Oui. grandement intéresser même d'autres enseignants, à mon avis. Merci. Oui, tout à fait d'accord. L'une des vidéos qu'on a où il y a des élèves qui apparaissent avec des parents et des profs, c'est celle de France 2, mais qui remonte à longtemps avec nos amis de Oui, sur le Sénégal. site, ouais. Mais c'est vraiment très souhaitable qu'il y en ait d'autres. Et puis moi, je mettrais en avant la notion de reportage éventuellement, pour voir dans un endroit où il y a un peu une équipe, un collectif, un territoire, si les gens, voilà, un peu Alors, il recueillir y a aussi, Gérard, Catherine qui l'a dit, et je vous l'ai dit l'autre fois, je vous l'ai dit par écrit. Catherine, elle a beaucoup de témoignages d'élèves, je crois que c'était des professeurs, et par enregistrement qu'elle veut nous envoyer, hein, qu'elle veut nous donner. Très bien. Alors, si c'est audio, c'est mieux si c'est vidéo quand même. Enfin, ça dépend ce que tu appelles enregistrement. C'est vidéo. Mais... Non, c'est vidéo. D'accord, vidéo, d'accord, ok. Parce que audio, ça pour le coup, personne n'écoute, quoi. Enfin, d'expérience, c'est très compliqué. C'est vidéo. Soit du Mais texte, Catherine, soit de vidéo, mais elle va pas de l'audio, quoi. Oui. Elle va le faire. Hein. Je pense qu'elle en a. Ok. Très bien. On va clore la séance et se souhaiter bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. On vous racontera la journée du 17. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Voilà. Et merci Ludo pour l'enregistrement. Ah ouais. Et portez-vous bien. Merci. Je t'ai envoyé tous les documents, Gérard. C'est fait. Merci beaucoup. Merci à toi. J'enregistre. Merci beaucoup.